Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de l'Université de Nîmes. Alors aujourd'hui, on vous propose de faire un petit retour sur un événement qui a eu lieu la semaine dernière, et cet événement, c'est ma thèse en 180 secondes. On a eu 4 doctorants de l'Université de Nîmes qui ont porté haut les couleurs de l'établissement pour ce concours. Donc on retrouve aujourd'hui donc Nicolas Mialon qui est présent avec nous. Salut Nico. Salut. On a aussi Lucie Brelet. Salut Lucie. Salut. Et Théo Gégerski. Bonjour. Salut. Donc voilà, les trois sont avec nous sur le plateau et on a Flo Sord qui est. Tu peux, si tu peux nous dire un petit coucou, voir si tout le monde t'entend. Alors, je fais un petit coucou. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Normalement, tout le monde t'entend. Donc on va caler la cam pour que tout le monde te voit. Et voilà. Donc, si vous voulez, je peux vous proposer d'abord qu'on fasse un petit retour global sur l'événement, voir ce que vous en avez pensé, comment ça s'est passé pour vous, comment ça s'organise tout ça. Je sais pas, je donne la parole à qui? Enfin, honneur aux dames. Lucie, est-ce que tu peux nous dire rapidement un petit peu, voilà, Retour quel là est à ton chaud retour? sur Ouais. l'événement. C'était une super chouette expérience. Du coup, c'était quand même un exercice qui n'était pas hyper simple de passer devant. Je pense que moi, ce qui m'a le plus stressé, c'est de passer devant autant de personnes, du coup, devant un public dans un amphithéâtre, et puis avec le jury qui est juste en face. Donc ça, c'était la chose qui était la plus stressante, mais on a tous relevé le défi et donc on est content. Moi, je suis contente du fait que tout le monde finalement a été fier de son pitch de manière générale, et c'était l'objectif principal. Oui, merci. C'est vrai que ça s'est plutôt bien passé quand même pour tout le monde. Enfin, je crois que globalement, quand même, si on regarde, l'émission est toujours en replay hein, sur la chaîne Twitch si vous voulez. Tous les participants, qu'ils soient de l'université ou pas, ont quand même fait le job. Il y a eu assez peu de. Mm. Il n'y a pas eu de ratage en fait complètement, donc tous les J'ai pas participants fouillé ont un été. moment. Ouais, mais ça, c'est arrivé à plusieurs, mais bafouiller une fois, c'est pas Ouais. grave. Mais il n'y a personne qui s'est planté, qui a Et fini puis 15 secondes en retard ou à ouais, l'avance. tout le monde a respecté le timing et Ouais, non, franchement, ça c'était super. ouais, vraiment très cool. Et pour toi, Théo? Bah, c'était une super expérience. Enfin, moi, j'ai adoré parler devant plein de monde, faire notre pitch plus ou moins théâtralisé. Le mien étant très, très théâtralisé, je me suis vraiment éclaté et amusé. Et puis, avec les coachs, les différentes formations qu'on a eues, enfin, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Et j'invite tous les doctorants à faire cette formation, cette expérience, ce moment de vie, dirais-je. Euh, Toujours plus. voilà, toujours plus pour qu'on puisse, en fait, c'est un vrai moment de partage où on peut justement créer des relations, s'entraider, enfin, voilà, vulgariser ensemble. Et finalement, on apprend aussi à mieux maîtriser notre sujet parce Mm. que c'est quelque chose qui nous demande de comprendre notre sujet et de retirer finalement, enfin, de ne garder que l'essentiel de nos présentations et de ce sur quoi on travaille. Ouais, c'est vrai que c'est quand même vraiment l'exercice de vulga ultime, Mm. ce format 180 secondes d'une thèse. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, une thèse, c'est 3 ans de travail, quoi. 3 ans de travail sur un sujet, bon, même s'il peut évoluer, même si c'est assez diversifié comme boulot. Arriver à synthétiser en 3 minutes un travail qui sera, même pour les chercheurs, le travail de thèse, c'est un- une des tâches les plus complexes et les plus longues qu'ils ont à réaliser. Donc arriver, c'est vraiment Mm. l'exercice ultime de Vulga. Nicolas, tu veux nous parler un petit peu de ton expérience? Allez, un petit peu. Personnellement, moi, ce que je retiens de cette expérience, plutôt pour le jour J, puisque les questions de la formation ont été abordées, elles étaient formidables. Enfin, on a appris énormément de choses qui seront transférables dans notre vie future. Plutôt pour le jour J, personnellement, j'étais en stress pour toutes les personnes qui passaient avant moi. Parce qu'en fait, on les a tellement répétés, ces pitchs. On pouvait les faire pour n'importe qui. Et on les voit arriver à 45 secondes et on se dit, oh non, il va leur manquer une phrase, laquelle ils vont devoir couper. Et voilà, ce jour-là, en fait, je pense qu'il est mémorable dans le sens où la cohésion qu'on obtient à 20 doctorants de disciplines tellement différentes. On avait de la sociolinguistique, on avait de la psychosociale, on avait pas mal de sciences diverses, que ce soit de la biologie, de la chimie ou même de la géochimie pour notre grande gagnante. Euh,
que en fait, le microcosme qu'on crée, il est hyper enrichissant pour nous et ça nous donne plein d'idées sur comment parler de nos travaux de thèse et comment interagir avec les autres disciplines. Eh ben, super. Et du coup, on va voir un petit peu ce qu'en pense Flo aussi. Flo, si tu peux nous donner un petit peu ton avis. Donc, Flo, c'est la grande gagnante de cette édition. La finale régionale Occitanie-Est. Donc, si tu peux nous dire. Alors, toi, c'était la deuxième fois que tu participais. Donc, si tu peux nous dire un petit peu comment tu l'as vécu cette fois-ci, même peut-être les différences avec la première participation. On sait qu'il y en a quand même beaucoup. Oui, du coup, c'était la deuxième fois que je participais parce que la première fois, il y a 3 ans, en fait, il y avait le Covid et du coup, la finale avait été annulée. Et donc, on avait fait nos pitchs derrière notre petit téléphone portable en confinement. Voilà, donc du coup, ma directrice m'a dit, mais pourquoi tu veux le refaire? Je dis, bah, parce qu'en fait, le but, c'était de monter sur scène et de parler et de vulgariser son sujet. Et du coup, en fait, j'ai bien vulgarisé mon sujet, mais je ne suis pas montée sur scène, donc je vais le refaire. La différence, c'est 2 promotions différentes. J'ai rencontré 19 autres personnes. Je pense qu'il y avait une excellente ambiance dans les 2 groupes. Je pense que le format se prête très très bien au fait de faire du lien avec d'autres doctorants. Donc voilà, la différence entre les personnes, elle est là, mais en fait, la formation est géniale. Je ne peux pas dire la différence entre monter sur scène la première fois et la deuxième fois, parce que je n'ai pas fait la première fois. Mais du coup, je valide ce qu'a dit Nico, Théo et Lucie sur la cherté collective, de voir tous les autres pitchs, d'être en stress avec eux aussi, de prendre du plaisir aussi à monter sur scène, même si on avait une dose de stress incroyable, je pense. Mais oui, vraiment, ça a été une expérience très positive, très 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 positive. Ouais, donc on a bien compris que ça t'a permis d'aller un petit peu plus au bout de l'exercice, ce qui n'avait pas été le cas la dernière fois. Et puis bon, avec brio, vu que ça a été quand même reconnu euh, assez unanimement, tu as vraiment fait une super présentation. C'était vraiment chouette quoi, comme exercice, en tout cas pour le public dont je faisais partie, c'était vraiment très sympa. Merci. Ok, ben, je vais peut-être vous proposer qu'on passe, sauf si vous avez d'autres remarques à faire sur l'événement, tout vous n'auriez pas pensé à dire. Vous voulez qu'on commence à regarder vos prestations? Il y en a une qui a pas l'air très d'accord, mais il va quand même falloir. Bon, ben, moi je vous propose d'y aller quand même. Donc on va commencer par... alors j'ai pris les vidéos dans l'ordre de la soirée, comme ça m'a permis de ne pas avoir à faire de choix. Et donc on va commencer par la présentation de Lucie, ensuite il y aura Théo, ensuite il y aura Nicolas et puis Flo. Donc c'est parti, donc les micros sont coupés pendant la présentation, donc vous allez nous voir mais vous ne nous entendrez pas, sinon ça fait des bugs de son. La prochaine candidate va nous démontrer qu'au sein des régions montagneuses, eh bien, ce n'est pas si tranquille que ça. Elle m'a dit qu'à force de voyager, elle ne savait plus exactement d'où elle venait. Elle est originaire du vignoble nantais, elle habite Chambéry, sa zone d'études se situe en Franche-Comté et elle est rattachée pour son doctorat à l'université de Nîmes. C'est vrai que l'on peut un petit peu s'y perdre, mais elle manœuvre parfaitement sa barque pour arriver maintenant ici à la finale régionale Occitanie-Est. Notre prochaine candidate est Lucie Brelet. Elle fait partie du laboratoire CROM de l'université de Nîmes. Elle va nous présenter son sujet de thèse, conflit d'usage en moyenne montagne, comment favoriser une coopération environnementale sur un territoire. Je suis psychologue social. Je passe mon temps à observer, décrypter et transmettre diverses situations, un peu comme un narrateur. D'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter, celle sur laquelle je travaille en ce moment. Il était une fois le Mont d'Or, une montagne abritant de grandes forêts remplies d'animaux et où de nombreux villageois vivaient paisiblement de l'élevage, du bûcheronnage et des sports d'hiver. Quand soudain, les experts climato, hydro, machin-log arrivèrent sur leurs grands chevaux. « Oyez, oyez, au nom du grand GIEC, nous vous avertissons. Quand sonnera l'heure du constat, sur le massif, il n'y aura plus de neige, plus de froid, plus de ski, c'est l'effroi. » « Plus de neige, pas de problème, répondirent les skieurs. À la place du ski, on n'aura qu'à dévaler la montagne en VTT, à fond les ballons.
Chouette. Un problème, une solution. Mais est-ce que cette solution fait l'unanimité? Eh bien non. Éleveurs, forestiers, mais aussi cerfs et sapins se rassemblèrent et brandirent leurs pancartes. Pas content, pas content. Pourquoi? Parce que, armés de moteurs électriques, les vététistes troubleraient l'ordre public, sans se soucier sur leur passage de piétiner les fleurs et d'effrayer les vaches. Cette histoire illustre bien une chose. L'adaptation à un changement entraîne d'autres changements qui à leur tour entraîneront d'autres adaptations et d'autres changements. Pourquoi? Parce qu'on est tous interdépendants. Éleveurs, bûcherons, skieurs, chasseurs, hommes, femmes, cerfs, fourmis, sapins, tous interdépendants. Mais alors, comment former une équipe soudée face aux nombreux changements qui arrivent? Tout d'abord, j'invite tout le monde à participer à un jeu de société. Au centre de la table, le Mont d'Or. Le but de chaque joueur est simple. Préserver le massif et sa biodiversité tout en préservant leur propre activité. Mais attention, ils devront faire face à différentes épreuves. Sécheresse, incendie, tempête. Pendant qu'ils jouent, moi, je note tout ce qui pourrait m'aider à comprendre les dysfonctionnements et les points forts de leur micro-société. Quelles cartes chacun des joueurs décide de jouer? Quelles sont les alliances, les oppositions? À partir des données récoltées, je modélise un schéma d'organisation actuelle de leur société. Quelques semaines plus tard, je les invite pour une deuxième manche. Mais cette fois-ci, c'est différent. À partir du schéma modélisé, j'insère de nouvelles cartes à jouer, conçues pour les aider à négocier, se partager les tâches et faire face aux épreuves en communauté. En réorganisant ainsi le jeu, je leur fais vivre le temps d'une partie une expérience de coopération réussie. Enfin, j'évalue l'impact de ce moment vécu sur leur capacité et leur motivation à agir collectivement face aux futurs changements. Plus qu'un narrateur, je suis psychologue social. Je les accompagne à s'approprier leur destin pour qu'ils puissent devenir auteurs des histoires qu'on se racontera sur le Mont d'Or demain. Et alors Lucie, bravo. Bravo. Du coup, juste un petit point pour les gens qui nous regardent. Donc, on a dû couper les micros, mais je tiens à préciser à tout le monde en fait que, alors non seulement Lucie a récité sa présentation en même temps que la vidéo, mais les deux autres aussi, Théo et Nicolas, ont aussi récité la présentation de Lucie en même temps que la vidéo. Donc ouais, alors ça fait quoi de se revoir? Bah, ça fait bizarre. Bah, on voit les moments où. Le micro, On ça va pas. il faut mettre plus près. Mais on On voit t'entend. on voit les moments où je bug. Enfin, moi, je les vois. Je me rends compte que finalement, tout le monde ne les voit pas forcément. Il y a juste à la fin une feature. Enfin, mais ouais, non, après, c'est assez drôle. Ben, pour moi, je parlais trop vite. Enfin, forcément, on va voir que les côtés négatifs et tout. Mais j'avais l'impression que... Enfin, moi, mon premier retour, juste après être passée sur scène, j'avais l'impression que c'était ma plus mauvaise répète. Vraiment. Enfin, quand je suis passée sur scène le jour J, j'ai l'impression que c'était la fois où je suis passée où c'était la moins bien prestation que j'ai pu faire. Et parce que j'avais l'impression que je n'incarnais pas assez mon texte, que j'étais pas dedans, parce qu'avec le stress, je me rendais pas compte. Au final, là, à regarder, c'est la première fois que je le regarde. Et au final, à regarder, ça va. Au final, c'est pas non plus... Enfin, je trouve que j'avais quand même tout le côté théâtral que je voulais donner. Donc voilà, non, je suis plutôt satisfaite. C'est assez drôle de voir que tout le monde connaît mon texte par cœur, finalement. On s'est tellement répété entre nous que... Et ils le font avec le sourire. Ça, Ouais. ça quand même, qu'ils le disent, c'est une chose, mais ils ont l'air assez heureux de le répéter. Ça va. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Lucie crèche dans nos auberges espagnoles à Théo et moi, et que du coup, son pitch, on l'a entendu toutes les semaines pendant 2 mois. Ouais, après, on avait un groupe aussi, même entre Nîmois, où vraiment on s'envoyait aussi les vidéos, on s'envoyait, on testait différents types de micros aussi. Donc non, je pense qu'à force, on connaît les pitchs de tout le monde. Ouais. On a eu des petits soucis de lumière. Vous inquiétez pas. Ouais, bah enfin en tout cas, donc t'étais la première à passer, t'es passé en 5 ou en 6? 5e, ouais. Donc pas facile quand même, parce que même si t'étais pas première, c'est quand même le début, du coup... Ah, je préfère, moi. Ouais. Ouais, parce que le stress sur du long terme, moi, je gère pas du tout. Ouais. Donc là, je me dis, c'est le pic d'adrénaline qu'il faut, et après, on passe, et après, on peut profiter de la soirée.
Ouais, mais moi, je me suis rendu compte que j'allais pas être objectif dans la soirée quand t'es passé. Je me suis dit, Ouah, elle est quand même vraiment bien meilleure que tous les autres, hein. C'était la première Nîmoise à passer. Après, il y a eu Théo. Je me suis dit, ah ouais, Théo, il était bien aussi, hein, par rapport aux autres, hein. Après, je me suis dit, peut-être que il y a peut-être un biais. Bon. Ah ouais, enfin, mais de manière générale, je pense que tout le monde, vraiment, le pitch était génial. Enfin, Ouais. pour tout le monde. Après, on en a parlé après. C'est vrai que pour les personnes qui n'ont jamais assisté à des exercices de vulgarisation scientifique, les sciences sociales, hein, les sciences humaines et sociales, c'est peut-être moins évident parce qu'on correspond moins aux attentes. En fait, les gens, ils s'attendent à venir et à avoir un Ouais. certain nombre de choses. Et, Bah. et c'est pas forcément ça qui. Ben, ils s'attendent à la chimie, à la bio. Ouais, et puis nous, on s'était dit que c'était pas les mêmes difficultés entre les types de sciences qu'on vient vulgariser. Je pense qu'en sciences sociales, la plus grosse difficulté, c'est quand même de venir vulgariser des concepts, des confrontations théoriques. Du coup, c'est plutôt des modes de réflexion à venir vulgariser, alors que dans les sciences dures, ça va être plutôt les aspects techniques à venir vulgariser, donc ça va pas être, on va pas vulgariser les mêmes choses en fait. Et c'est pas le même exercice. On est moins flashy en fait. Enfin, il y a moins ce côté. Enfin, on va voir ta présentation. Oui, mais disons que sur parce que moi j'ai beaucoup enrobé en fait. C'est le fond en tant que tel. C'est un peu nul en fait. Non, pas du tout. Mais disons que non, Vu comme tu parles. non, mais disons qu'il y a moins ce côté éclatant ça je sais pas ressort si moins. c'est éclatant, mais je pense que c'est plus que ça correspond moins à l'image quand même dans l'imaginaire collectif de ce que c'est que la science, quoi. Je pense que l'idée c'est que là, du coup nous ce qu'on vient vulgariser, globalement tout le monde le comprend très facilement, quoi. Enfin, je pense. La manière dont on le vulgarise, je sais pas. Moi j'ai trouvé vos pitchs très honnêtement bien meilleurs que ceux de beaucoup de sciences dures, si vraiment tu vulgarises. Moi la science expérimentale non, mais plutôt. c'est pas les termes. Mais dans le sens où je trouve que vos pitchs sont beaucoup plus proches de la vie des gens. Tu Oui. parles des skieurs, des vététistes qui vont devoir s'approprier un territoire. Théo parle des inondations. Ça touche beaucoup plus au cœur des gens. Mais justement, du coup, ça fait moins scientifique. Ça fait moins scientifique et c'est peut-être plus difficile d'en saisir les enjeux réellement en fait. Et de dire, il y a peut-être pas, peut-être que la réaction, c'est il y a peut-être pas besoin de chercheurs pour ça, alors qu'en fait les enjeux ils sont colossaux pour la société. Et ça, c'est un peu dur. Il y a Sarah qui nous dit, je vois pas de biais trop fort les Nîmois par rapport à ce que je disais, que j'avais peut-être rajouté sur ça. Flo, t'as une remarque? En fait, cette discussion, c'est une discussion qui avait déjà lieu il y a 3 ans dans mon premier groupe. Et en fait, la réflexion était allée beaucoup plus loin. Cette réflexion sur les sciences expérimentales et les sciences humaines, en fait, là, on discute en disant c'est le concours, il y a des biais et tout ça, mais en fait, ça a des implications politiques bien plus graves parce qu'en fait, ces biais qu'on a par rapport aux sciences humaines, ça va impacter les financements des sciences humaines. Ah, complètement. Donc en fait, moi, je pense que la thèse dans 180 secondes, a un impact et je pense qu'on peut faire valoir ça au sein de la thèse dans 180 secondes, mais plus globalement, je pense qu'on n'est pas là sur une réflexion individuelle bah oui c'est dommage parce que du coup on le disait aussi, Théo disait aussi en fait, il y a très peu de prix qui sont remis aux sciences humaines dans la thèse en 180 secondes, mais en fait c'est un sujet très très politique. Ouais, en fait c'est un sujet vraiment qui est présent sur tous les volets de la recherche, hein. Nous on le voit, on fait pas que de la vulga, mais c'est présent sur tous les pans. Arriver à faire de l'interdisciplinaire qui intègre des SHS à leur juste valeur, c'est pas si évident. Arriver à obtenir des financements, c'est pas si évident. Même, on peut pas dire que c'est facile en sciences dures, mais quand même. Il y a Renaud qui nous dit, je suis d'accord avec Nicolas, les textes sont plus simples à comprendre, peut-être. En tant que public, sur les 20 participants, on a tendance à retenir les plus percutants. Ouais. Aussi, effectivement. Oui. Il y a un côté... ouais. Mais bon. Après, on n'était que 4 au final, sciences... dans les 20. Ouais, le 5e. Donc, il y avait aussi Simon qui est passé en dernier sur la cognitive. Oui, c'est vrai que cognitif, même moi, cognitif, je ne mets même pas ça dans sciences humaines sociales. Mais oui, il y en a, au final, déjà, de base, on n'était qu'un quart, donc c'est pas... Rien qu'aux auditions, les personnes qui viennent se présenter, parce qu'il ne me semble pas qu'aux auditions, il y ait eu plus de sciences humaines et sociales. Mais rien que les personnes qui viennent se présenter... mais quand même sur des écoles doctorales où il y a quand même beaucoup de sciences humaines et sociales, donc j'ai trouvé ça un peu étonnant que même aux auditions il n'y en avait pas tant que ça. Ouais.
Après, est-ce que, je sais pas, est-ce que même les doctorants dans les SHS s'identifient peut-être un peu moins à ce type de vulga, Bah, je sais pas. peut-être, du Je sais coup. pas. Mais c'est un sujet qui est pas facile, enfin, il n'y a pas de réponse. Ils n'ont pas le temps. Ils C'est n'ont ce pas que, d'argent. c'est Ils ce ont que j'allais beaucoup dire, trop de ils n'ont pas travail. le temps, il y en a beaucoup qui ne sont pas financés. Je Ouais. pense que ça contribue beaucoup aussi à libérer l'esprit. On a la chance à Nîmes d'avoir que des doctorants financés ou quelques-uns en autofinancement. Je pense aussi que ça libère le temps et l'esprit et la communauté pour pouvoir participer à ce type d'exercice. Ouais. Et on est fortement encouragé par monsieur Martiquet à y contribuer. Oui, mais je les menace pas, je tiens à préciser. Ah bon Ne le croyez pas. Non, mais j'avoue que je vous préviens dans des délais pas très cool. Là. Je me suis réveillé lundi en me disant, oh, je devrais faire un live avec les doctorants pour faire un régal de leur, Très bonne idée. leur truc. Et je me suis dit, bon, j'envoie un mail, vous avez répondu très vite. Et vraiment, c'est très cool de pouvoir. Bah, c'est bien de pouvoir réagir à chaud aussi. Bah ouais, en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, on pourrait le faire dans 3 semaines. Mm. Mais c'est plus pareil, quoi. Là, au moins, il y a de suite ce que vous en pensez, même les souvenirs de tout le contexte, vous les avez plus fraîchement en tête. C'est peut-être plus simple d'intervenir. Et tu pourras en refaire un avec Flo quand elle aura gagné la finale nationale et qu'elle partira au Canada. C'est ça. Ouais. C'est bon, Flo, t'as noté? Je sais pas si tu nous entends, Flo, ou pas? Moi, je vous entends très bien. Ok. Je vous entends. J'ai juste coupé mon micro, mais je vous entends. Donc le rendez-vous est pris. Ok, ben on va passer à Théo. Allez, C'est bon, t'es La prêt? voix des morts. La allez. voix des morts. C'est prendra qui pourra. Ben, ils comprendront Allez, après. comprendre. Notre prochain candidat tente à son niveau de comprendre la gestion du risque inondation. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Théo Jezierski. Oui, je crois vraiment qu'il y a des fan clubs dans cette salle, hein. Il travaille au sein du laboratoire CROM de l'Université de Nîmes sur l'approche psychosociale de la gestion du risque inondation, l'apport de la théorie des buts cadres sur l'acceptabilité d'un outil de prévention. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour l'inauguration de notre musée national des inondations. Je suis Théo Jezierski, le directeur de ce musée. Vous êtes bien installés? Commençons. Les inondations sont des phénomènes naturels qui provoquent de nombreux morts et blessés. En octobre 2018, nous recensons 14 morts et 75 blessés. Un bilan plutôt lourd. Ah oui, ça suffit les morts des inondations. On en a marre d'avoir des nouveaux tous les ans. On en a marre. Ah oui, c'est la voix des morts. Ils sont là pour témoigner des inondations des différentes époques. Vous les retrouverez sur le toit de notre musée. Reprenons. Suite à ce bilan terrible, notre équipe de recherche a développé une application pour apprendre aux gens, pour nous apprendre les comportements à réaliser en cas d'inondation. Et je vous vois déjà venir. Oui, mais moi j'habite en appartement, ça ne me servira pas. Ta. Les inondations surviennent n'importe où. Que vous soyez chez vous, en vacances, sur la route, au travail. Que feriez-vous si jamais ça arrive? C'est bien beau ton histoire d'application, mais est-ce que les gens vont la télécharger? Ça m'aurait bien servi, moi. C'est justement mon travail. J'essaye d'inciter les gens à télécharger l'application. Une nouvelle fois, je vous arrête tout de suite. Je ne cherche pas à les manipuler pour qu'ils la téléchargent. Je cherche à les motiver. C'est une question d'éthique. Pour ce faire, je me base sur une théorie qui nous indique que nous avons 3 motivations à agir. La première, ce sont les émotions. Je vais télécharger l'application parce que j'ai peur des inondations. La deuxième, c'est l'appât du gain. Je vais télécharger l'application parce que je veux gagner des connaissances sur le sujet. Et la troisième, c'est le conformisme. Je vais télécharger l'application parce que tout le monde autour de moi l'utilise. Et on veut des résultats. Comment ça se passe ta thèse? Alors justement, qu'est-ce que je fais pendant ma thèse? Je crée des questionnaires dans lesquels je montre une des motivations à mes participants. Et après, je leur demande le nombre d'étoiles qu'ils mettraient sur l'Apple Store ou Google Play. Et puis, mes résultats, lorsque les gens sont face à une motivation sur les émotions, ils mettent 3 étoiles. Alors que quand ils sont face à une motivation de gain ou de conformisme,
Ils en mettent 4. On sait donc maintenant comment utiliser les motivations pour inciter les gens à télécharger l'application. Mais assez parlé, je vais vous laisser profiter de notre musée ainsi que de notre monument aux morts. C'est à cet endroit que vous pourrez rencontrer les esprits. Et si vous vous approchez, vous remarquerez de nombreux noms connus. Même le mien. Bon Théo, alors bravo déjà. Merci. C'était vraiment bien, on a un you dans le chat. Peut-être équivalent à celui qui était dans la salle. Peut-être. Mais non, bah, très bien, c'était vraiment un super moment. T'étais habité. Ah ouais, bah, par la voix des morts. Hein. Ouais. Mais ouais, je me suis vraiment éclaté. C'était l'un des objectifs. C'est vrai que bah, MT 180, c'est un concours. J'étais aussi venu un peu pour gagner. Bon, le fait est que... Non, mais comme je disais, c'est la faute du micro. Mais... Je t'ai soutenu là-dessus. J'ai vu. mais effectivement, en fait, on découvre qu'il y a plus que ce côté compétitif. Et bah, voilà, il y a tout le côté humain. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, voilà, faire ce côté théâtral, en fait, je me suis retrouvé totalement dedans. Et je me suis dit, allez, vas-y. Et puis, je me suis vraiment amusé. C'était vraiment trop bien. Et du coup, pour situer un petit peu les gens, on a le droit à une slide aussi. Qui est avec notre présentation. Et ma slide, c'était une pierre tombale avec tous les noms des personnes de MT 180, dont le mien, et d'où la chute à la fin, où je demande aux gens de regarder cette pierre tombale. Et J'étais hyper contente pour ton passage parce que quand on fait nos pitchs, je fais quand on construit nos pitchs, on est passé par plein d'angles différents. Bon, moi, j'ai pas trop changé au final par rapport aux auditions, mais toi, tu es passé par plein d'angles, tu savais pas par quel angle le prendre. Et je trouve que c'était vraiment l'angle où je te retrouvais le mieux. Où là, c'était l'univers de Théo aussi qui était là, donc ça, c'était super aussi. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on passe par plein d'étapes. Autant il y a des pitchs qui ne changent pas, comme le tien. Si vous regardez aussi le replay, il y a celui de Ségolène qui passe juste après toi en 6, qui n'a quasiment pas bougé, enfin, qui a quelques modifications, mais c'est vrai que le mien, j'avais une prestation tout autre, qui seront sûrement bientôt disponibles sur le site de l'école doctorale, normalement, si je dis pas de bêtises. Coucou Marion. Et après, en fait, on voit que moi, je passe d'une partie à l'autre, et c'est vraiment 2 pitchs totalement différents. Et c'est vrai, comme tu dis aussi, que je me retrouve beaucoup plus dans ce côté théâtral, en fait, où vraiment j'ai amené ma petite voix des morts tranquille sur scène. Tu t'es amusé. Oui, c'est ça. Le but, c'était vraiment de s'amuser, en fait, dans ce concours. Et c'est vrai que vous qui connaissez mon pitch, on voit, du coup, comme tu dis, on sait les moments où on se trompe. Et moi, sur scène, je m'en suis rendu compte, et ça se voit quasiment pas sur la vidéo. Donc, très très content que ça se voit pas. Ouais, les gens ne connaissent pas en fait ton texte à la base, donc s'il manque quelques mots ou si tu en rajoutes, personne ne peut le savoir. Nous, on le savait, nous, on était là. et c'est ce que disaient les coachs, en fait, que le silence sur scène, c'est 4 fois plus long pour nous que pour le public. Et donc moi, vraiment, dans mon moment de réflexion, ça va pas, je me dis, oh là là, c'est une catastrophe, tout le monde va se rendre compte. Et en fait, ça a duré une demi-seconde, quoi. Et tu réfléchis tellement quand tu es en train de passer, te dire, ok, c'est quoi la suite, qu'est-ce que je dois faire? Et puis tu te laisses un peu dans ton truc, et puis après tu te dis, ah, oups, et en fait ça se ressent pas du tout. Ouais, et pour ça, j'ai trouvé hyper intéressant le premier exercice qu'on avait fait avec Marc, où on devait justement parler en laissant des énormes silences. Et je pense que si on les re-regardait en vidéo, les silences qu'on fait, ils durent 1 seconde et demie. Nous, on avait l'impression que ça durait 10 ans. Ouais. Et c'est hyper malaisant le silence face à autant de personnes. Tout le monde me regarde. Ouais, mais la fin du silence, on verra, c'est celui en fait, il faut se dire que même quand tu parles, tout le monde te regarde. Ouais, mais quand on parle, au moins, on est occupé à faire quelque chose. Mais là, le silence, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est le truc sur scène qui est le plus malaisant, quand même, le silence. Flo, la reine du silence, je trouve ça beau comme futur titre. Mais parce que son pitch, il a des silences, et c'est magnifique. Enfin, genre, tu sens vraiment la... Ouais. Enfin, voilà, l'apport du silence. Et ça amène vraiment de l'intensité dans ce que tu dis. Moi, j'ai essayé de le faire au moment où je fais, que feriez-vous si jamais ça arrive? Et là, c'est vrai que j'ai essayé de laisser du temps, mais j'aurais peut-être pu le laisser encore plus longtemps pour grappiller quelques secondes. Ouais. Possible. Flo, tu veux dire un mot sur la prestation de Théo? Théo, c'était un peu la mascotte motivante de l'équipe. Et on était juste tous trop fans de ton pitch. Et c'est vrai que le premier, je me souviens, tu avais fait un pitch où tu étais un truc
un salon de relaxation où tu faisais une méditation guidée et tout. Du coup, ça a tout changé, vraiment. Et on a eu un exercice juste avant le passage où on devait, pendant la journée où on testait les micros et tout, les coachs ont fait bon, maintenant que vous allez faire votre passage et vous exagérez les émotions. Et Théo, mais ça a été la prestation de sa vie. Il y a des gens qui l'ont filmé. Et tout le monde était en mode genre, mais. Alors, on lui demandait genre, mais tu fais du théâtre? Non. Quand est-ce que tu commences? L'année prochaine. Voilà, du coup, ouais, Théo, ton pitch, il était ouf, quoi. Il était vraiment ouf. Je pense qu'on aime tous les pitchs, hein. On est tous profondément imprégnés de tous les pitchs, mais ils ont tous leur petite saveur, et vraiment, le pitch de Théo, ouais. C'est assez énorme. Disons que ça a fait partie, effectivement, des propositions qui étaient vraiment différenciées. Bon, après, il y a eu franchement de traiter. Tout le monde a réussi quand même son truc, mais il y a eu quelques propositions qui étaient comme ça un petit peu en dehors de l'ensemble, quoi. Si tu peux trahir un secret, il y a le président de l'université qui a voté pour Théo. Voilà Benoît, désolé, je trahis ton vote, il n'est plus secret. C'est tous les trucs de la fac. Non, il sait pas pour qui j'ai voté, moi. Et, il n'a pas voulu me le dire. Non. Et c'est vrai que justement, pour revenir sur cette unicité, pour reprendre les mots d'un de nos coachs, je crois que c'est Patrick qui disait ça, vous et votre thèse, on s'en fout, soyez unique. Et j'ai essayé d'être unique dans l'amour. Égal à toi-même, c'était suffisant. Je pense effectivement que... Non mais c'est vrai en fait, quelque part. C'est que c'est un sujet, c'est un thème, mais là au final, t'es pas là pour que le public comprenne tous les enjeux de ta thèse. Pas tout, oui. Non, c'est pas l'intérêt, sinon c'est une soutenance de thèse, c'est pas 180 secondes. Mais par contre, je trouve que c'est là où c'est intéressant pour vous aussi, c'est vraiment la démonstration de, en fonction du cadre et du public auquel on s'adresse, on doit vraiment adapter son discours. Et là, c'est vraiment le cas. Et ça, bon, c'est des questions qu'on se pose en médiation scientifique tout le temps, parce que selon que tu fasses un événement plutôt grand public comme ça, où tu as plutôt des adultes, où tu as un niveau de compréhension. Si tu fais des ateliers chez les scolaires, c'est encore différent. Tu fais ça super bien. Et et là, moi, je trouve que pour ça, c'est un vrai apport aussi de l'exercice. Et puis vous avez tous été vraiment bons là-dedans. Je trouve que vous tous, je connais vos sujets de thèse, même si je ne maîtrise pas tout complètement, mais vous êtes tous quand même détachés un petit peu de votre sujet pour rentrer dans le cadre de l'exercice. Et je pense que ça, c'est vraiment pas facile. D'ailleurs, moi, du coup, depuis cette expérience-là, on en parlait aussi. Du coup, moi, je suis en thèse CIFRE, donc je suis aussi avec un côté terrain, pas entreprise, je suis avec un syndicat mixte, mais mon directeur pro, je crois qu'il a encore mieux compris ce que je faisais depuis que j'ai fait cette expérience-là, parce que j'ai enfin pu prendre un autre regard sur ma thèse et de trouver d'autres mots et d'autres manières aussi d'aborder la thèse, quoi. Donc ça, c'est super aussi. Ouais, je comprends. Mais ouais, c'est vraiment un bel exercice. Nicolas, tu sens que ça arrive sur toi? Malheureusement, il va falloir le regarder. Moi, je ne l'avais pas encore revu, je crois que Lucie non plus. Moi, je l'avais déjà revu. Combien de fois? Juste une, parce que j'aime pas fallait que... J'adore me regarder. Tous les matins, du coup. Écoute, pendant que tu te brosses les dents, allez hop, 3 minutes. Le fameux chrono de 3 minutes pour se brosser les dents. C'est ça. Voilà, en fait, c'est sa vidéo. Par contre, ça m'arrive encore de réciter mon texte comme ça, là, quand je suis dans la voiture, alors qu'il y a zéro raison de le faire maintenant. Mais le truc de la voix, c'est quand même un vrai truc. Je trouve que se voir à l'image, au bout d'un moment, on s'habitue quand même assez vite. Qu'on s'apprécie ou pas. Ouais. On s'habitue. Par contre, la voix, je trouve qu'on ne s'habitue jamais à sa propre voix. C'est vraiment très difficile. Mais bon, tu nous diras ça juste après. Je crois que je préfère le son à l'image. Ah, Flo? Ouais, anecdote sur la voix, c'était un truc qui était beaucoup discuté et je me souviens, j'avais participé à une vidéo d'une youtubeuse et j'écoute ma voix, je fais waouh, elle est canon, et en fait je capte qu'elle avait baissé toutes les voix, la sienne y compris, parce qu'elle ne supportait pas sa voix, et du coup en fait elle avait juste mis un filtre sur ma voix. Donc il y a des gens qui ne s'en remettent jamais et qui tricheront toute leur vie. Ouais. Voilà. Non mais franchement, merci à Monsieur Compresseur pour ça. C'est les passages radio, finalement ta voix est extraordinaire.
Moi, la dernière fois que je suis passé à la radio, je rentre à la maison, ma femme me dit, c'est quoi cette voix là, tu t'es pris pour un crooner ou quoi? J'ai dit, en fait, ben, je m'étais, ben, moi j'avais même pas entendu le truc, et après on a réécouté, je fais, ouais, effectivement, il y avait une petite modification légère où tout le monde a une voix hyper sexy à la radio. Alors qu'en vrai, non. Mais ouais, c'est vrai que ouais, ça aide bien. Mais c'est vraiment des pratiques. Et puis après, il y a le côté agréable à écouter, une voix qui est plus enrobée. Quand on fait des podcasts, des choses un peu longues, bon, même pour l'auditeur, c'est quand même bien d'avoir des trucs un peu plus sympas, un peu plus agréables. Merci pour cette expérience, Flo. Allez, on y va, Nico? C'est bon? Allez, il faut. Notre prochain candidat a peut-être une solution. Et tiens, je vais révéler un secret de coulisses. Mais son surnom aux auditions, c'était Mister Pinard. Bon, vous allez comprendre pourquoi. Hein. Je vous demande d'accueillir Nicolas Mialon. Il travaille au sein du laboratoire Chrome de l'Université de Nîmes sur la détermination de l'origine géographique des produits régionaux par analyse chimique non ciblée. Je vous propose d'embarquer avec moi pour un voyage. Ça tombe plutôt bien puisque je travaille sur les origines géographiques. Alors, suivez le guide, fermez les yeux quelques instants. Promis, on ne va pas parler de votre enfance. Enfin, du moins pas dans ce sens-là. Plutôt d'un plat cuisiné qui vous a marqué. Peut-être est-il à base de viande, de légumes, d'une sauce ? Ah, j'entends quelques estomacs qui gargouillent. Est-ce que vos narines perçoivent ce doux fumet ? Alors rouvrez les yeux. Votre souvenir, il est lié aux arômes de ce plat, donc au terroir de chacun des ingrédients qui le composent, c'est-à-dire les liens entre territoire et savoir-faire qui ont permis leur élaboration. Dans ma thèse, je cherche à comprendre ce que cela signifie à l'échelle des molécules. Je fais ceci pour 3 produits que sont le vin, le miel et l'huile d'olive. Produits d'importance, la République, soit, mais le pinard surtout. Pour ce faire, j'ai récolté ces 3 produits directement chez les producteurs, en parcourant les 4 coins de notre hexagone. Je les ai au passage dégustés. Mais bon, ça n'était ni très scientifique, ni suffisant pour faire une thèse, même si c'était bien bon. J'ai alors mis au point une technique qui me permet de fouiller dans l'infiniment petit de ces bouquets aromatiques. Et ce, grâce à 2 grosses machines. La première, c'est un chromatographe. Son job à lui, c'est de séparer l'ensemble des molécules. Ensuite, il les envoie chez son copain, le spectromètre de masse. Lui, c'est le videur en boîte. Il va me donner le nom et la quantité de chacune de ces molécules. Un petit peu de génol qui vous pique le nez. Beaucoup de salicylate qui vous transporte vers des îles paradisiaques. Puis, je compile et je compare ces listes de molécules avec l'origine géographique de mes produits. Et avec des algorithmes, je peux concevoir le GPS du terroir. Je peux ensuite faire le travail inverse. Je prends un produit inconnu et en fonction de la liste de molécules que je retrouve, je peux le positionner sur ma carte pour dire il vient de là. Vous l'aurez compris, ma thèse s'intéresse à valoriser les origines géographiques de nos terroirs et à pouvoir transmettre à nos enfants la magie de ces arômes régionaux. Parlant de magie, il faut que je vous avoue quelque chose. Depuis le début de cette présentation, j'ai distillé quelques petits indices à votre cerveau afin que vous pensiez tous au même plat. Alors ça n'était peut-être pas celui de votre enfance, mais c'est assurément un plat d'importance en France, le bœuf bourguignon. D'ailleurs, il faut que je vous laisse, le mien est sur le feu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout un bon appétit. Bravo Nico, c'était une très belle prestation. Merci, ça tombe bien, c'est bientôt l'heure de manger pour Lucie et moi en tout cas. Ah oui. Bon alors, ça fait quoi de se revoir? C'est assez bizarre, même si on a un peu discuté pendant le pitch et que j'ai pas tout entendu. Bon alors il y a le petit bug à la fin de assurément d'importance pour la France, c'est quelque chose que j'ai rajouté en fait à la dernière répétition. La rime où Pascaline m'a dit franchement c'est super, faut que tu la gardes.
Mais sinon, c'était vraiment une expérience incroyable. Et Lucie disait comment tu fais pour ne pas être stressée sur scène. En fait, j'étais tellement stressée pour toutes les personnes avant. Et puis il y a Caro qui m'a fait une frayeur incroyable, qui n'a pas fini son pitch, qui n'a pas dit Amis bretons, corse, basque, je travaille aussi pour vous. Ce qui était en plus une transition incroyable pour le savoir. Et que en fait, je suis arrivé sur scène et il y a eu un peu ce sentiment de libérer, délivrer. Où bah, c'est bon, c'est fini, tu sors ton pitch. De toute façon, j'avais pas prévu de gagner. Et j'avais pas prévu non plus d'aller au demi-finale puisque j'étais pas dispo. Donc c'était vraiment que du bonheur et je me suis dit, bah voilà, ces 3 minutes-là, au moins, elles vont rester. Et c'était une journée incroyable d'un bout à l'autre. On a parlé des pétages de câbles pendant la dernière répétition. Maëlys qui nous a fait un truc fabuleux. Théo qui nous a complètement pété un câble. Enfin voilà, je suis incroyablement heureux et chanceux d'avoir fait toute cette aventure avec tout le monde. Et ouais, non, c'est ça qu'il en restera et c'était vraiment que du bonheur sur scène. J'aimerais aussi remercier deux personnes qui ont fortement contribué à la diapo. Alors, on la voit pas forcément, mais je pense que je la republierai à un moment. C'est Anne-Charlotte Erard, donc, qui est en thèse en histoire de la musique, et Damien Cotonéa, qui a fait la fusion de tous les calques à la fin pour que ça soit tout beau. Et du coup, ouais, on a discuté, Nicolas disait qu'on avait parlé un petit peu, je lui avais demandé comment il avait fait pour le bœuf bourguignon, parce que, comme je disais, moi, c'est un plat qui n'est pas vraiment un plat référence pour moi, mais j'avais quand même ça en tête à la fin. Et effectivement. Alors, pour la petite histoire, donc, je l'ai testé dans un bar, en fait, le soir de la 2e journée de formation, où on a eu cette idée de se dire, et si on arrive à instiller le même plat pour tout le monde? Et en fait, j'avais mis à la base... Bizarrement, c'est dans un bar. Bizarrement, c'est dans un bar. Tiens. Étrangement, peut-être que j'y passe un peu trop de temps. Faut bien mériter son Monsieur Pinard, quoi. Et en fait, on l'a testé en allant voir plusieurs personnes et en leur demandant si on vous demande de penser à un plat français auquel vous pensez. Et clairement, ils ont tous répondu en bœuf bourguignon, quoi, 95%. Donc en plus, avec le fait de fermer les yeux, avec le fait qu'il était 19h45, que les gens commençaient à avoir faim, avec la diapo, il y avait écrit Bourgogne dessus, avec la présentation de Mister Pinard, l'objectif c'était qu'ils pensent à un plat avec du vin. Un plat avec du vin en France, bah, le premier qui vient, c'est bœuf bourguignon. À quelques exceptions près, avec Théo qui pense à ses spaghettis bolognaises, mais il n'y avait pas de vin dedans. Mais tu dis un plat d'enfance, mon plat d'enfance, c'est les spaghettis bolognaises. J'ai pas dit un plat d'enfance. J'ai dit promis, on ne va pas parler de votre enfance, mais plutôt d'un plat cuisiné qui vous a marqué. Et puis, c'est les plats de pâtes, c'est pas terroir français. Oui, donc je pense qu'on l'exclut quand même assez vite. C'est ça. Et après, bon, il y avait toujours une question d'exception culturelle. C'est Pascaline qui nous avait parlé des imaginaires socio-discursifs qu'on avait un petit peu abordé. Mais c'est un peu ce plat-là en fait qui vient en premier lieu. Donc je l'ai tenté. Alors je sais que sur le jury, ça a marché sur 2 personnes sur 6. Et c'est les 2 personnes qui ont fermé les yeux d'ailleurs. Les 4 autres personnes n'ont pas fermé les yeux. C'est le seul moment un peu où j'ai regardé le jury pendant le pitch. On pourrait faire une étude sur est-ce que fermer les yeux a un impact. Les sciences humaines. Je pense qu'on se tourne plus facilement vers son enfance quand on ferme les yeux. Ouais. Question de PNL, tout ça. Je vous laisserai étudier ça, nos amis psychologues. Si on a les financements. Faites la grève. C'est ça. Les scientifiques ne sont pas des personnes vénales. Hein. Mais si on fait des trucs, il faut... On aime bien manger quand même. Moi, mon accompagnante... Pardon. Vas-y. Mon accompagnante était américaine et c'est une personne qui adore cuisiner et qui bouffe beaucoup et tout ça. Et en fait, elle m'a parlé de ton pitch, Nico, en me disant comment il a fait pour nous faire penser à ça. Donc voilà, c'est pas tout le monde, mais les personnes pour qui ça a marché étaient franchement bluffées. C'était le but et je suis très content que ça ait marché sur une partie des gens et pas une partie des gens. Et c'était vraiment l'objectif et qu'ils repartent avec quelque chose, qu'on a vraiment cet historique et ce patrimoine et cet héritage collectif. Et voilà, j'en suis ravi. Merci Michel, du coup. Ouais, et c'était mon cas aussi, du coup. Et donc Renaud nous demande s'il y aura une vidéo des coulisses qui sortira. Vaut mieux pas. Il peut y avoir la vidéo de nos auditions initiales éventuellement. Ça peut se négocier. J'espère que Marion fait très bien la cuisine parce que ça va se payer très très cher. Ok. Mais on va voir. Moi je vais donner gratuitement ma vidéo. Très bien. Moi pas, je la suis pas. Celle des auditions La vidéo des auditions, je faisais quand même un discours présidentiel dans lequel j'étais vraiment pas à l'aise. J'ai eu un énorme blanc pendant. Ouais. Justement, c'est pour monter ta progression aussi. Ouais, on pouvait superposer les deux. Le problème de superposer. Ouais, surtout si c'est pas le même texte. Bon, Flo, ça va être à toi. On va passer ta vidéo. Donc, je sais pas si tu vas entendre, mais bon, on revient vers toi dès que c'est passé. Allez, c'est parti.
La prochaine candidate est en reconversion professionnelle. Quand elle a dit à ses enfants qu'elle souhaitait faire de la recherche, ils lui ont répondu « Ah, eh bien, tu vas devenir comme le professeur Tournesol ». Elle vient tout droit de l'université de Nîmes. Elle fait partie du laboratoire Chrome. Je vous demande d'applaudir Flo Sorde. Même si ses enfants sont fans d'Hergé, il n'y a pas de Tintin ou de Milou dans son projet de thèse qui porte sur du devenir des sédiments dragés riches en chlorure, une gestion innovante par phytoremédiation. Tout commence dans les années 60, les années hippies. Vous savez, ces idéalistes qui considèrent que la solution contre la guerre, c'est l'amour. Flower power. Le pouvoir des fleurs. 1960, donc, des chercheurs, probablement en train de fumer la nature avec amour, s'intéressent à la dépollution par les plantes. Saviez-vous, par exemple, que le tournesol est capable d'accumuler l'uranium des sols contaminés? C'est la même chose pour la fougère et l'arsenic, ou le sol pleureur et le plomb. Une fois que la plante a accumulé le polluant, on n'a plus qu'à la récolter et l'éliminer, ce qui est beaucoup plus simple que d'éliminer des millions de mètres cubes de sol. C'est ce qu'on appelle la phytoremédiation, et c'est le sujet de ma thèse. Je suis géochimiste et je m'intéresse à ce qui se passe dans le sol quand les plantes défoncent la pollution. Depuis les années 60, la phytoremédiation est entrée dans l'ère de l'agriculture intensive, des OGM, des boosters de croissance. Elle est devenue plus efficace, mais aussi plus complexe. Imaginez, ça fait 10 ans que vous bossez sur un polluant pour trouver la plante parfaite. Super. Maintenant, tu nous fais la même dans un climat tropical. D'ailleurs, est-ce que ça marche toujours si on double la dose de polluant et en cocktail avec d'autres contaminants? Voilà, alors moi j'ai décidé de changer d'approche et de m'inspirer de l'optimisme des hippies. Aujourd'hui, la phytoremédiation, c'est on plante, ça absorbe, on coupe, ça dégage. Et si plutôt on faisait, on attend, quelque chose pousse, on récolte, on coupe et ça dégage. Si on laissait la nature décider qu'est-ce qui va repousser, est-ce que ça accélérera le processus? Alors ma thèse est très peace and love, je parle d'amour, de phytoremédiation, mais alors je parle beaucoup de drague. La drague est un bateau qui racle le fond des ports pour retirer la vase qui s'accumule. Oui, je vais parler de vase et non, tu n'auras pas mon numéro. Donc la vase, toutes mes expériences, je les fais sur de la vase qui provient de dragage de ports maritimes. Je me concentre sur l'élément chimique du chlorure et j'observe des endroits où la vase a été déposée et où des plantes ont repoussé spontanément. Je les identifie, elles et la vase, je les amène au laboratoire, je les analyse et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des plantes qui poussent très bien mais qui n'accumulent pas grand-chose, voire même qui changent le sol dans lequel elles poussent pour que le contaminant reste. Mais elles sont aussi en compétition avec des plantes qui accumulent énormément. Et si ces plantes-là gagnent, on pourrait dépolluer ma vase en moins de 3 ans. Voilà. Donc, moi, je suis arrivée avec mes velléités pacifistes. Tout ça pour me rendre compte que la nature ne fait, mais alors pas du tout l'amour, mais bien la guerre. La prochaine. Non, c'est bon, on arrête là. Bravo Flo, on a fini nous de regarder de notre côté, tu as peut-être un petit décalage avec le live. Alors, tu avais revu ta prestation déjà ou pas encore? En fait, mon père m'avait filmé et du coup, je l'ai vu parce que ma mère l'a posté sur tous ses réseaux sociaux. En mode, c'est ma fille, elle a gagné et tout. Donc du coup, je l'ai revu déjà. Mais comme Lucie, je pense, sur le moment, je me suis dit, ouf, c'était pas ma meilleure prestation. Puis quand tu le vois, tu fais, bon, ça va, c'est ok. Et ouais, j'étais hyper stressée par contre. J'étais pas comme Nico qui avait plus aucun stress. Ben, ça c'est pas vu. Parce que tu es aussi posée sur scène, ta voix elle est reposante en plus, donc c'est pas du tout vu que tu es stressée. Et surtout, tu nous as pas fait un pitch à 1000 à l'heure comme tu l'as fait les 50 fois précédentes. Il était vraiment juste parfait. Là, on s'est tous tués, on n'a pas discuté, on était tous en admiration.
C'est un truc que je trouve très impressionnant dans toutes les prestations que tu nous as faites, que ce soit en formation ou sur les répètes. Dès que tu parles, tout le monde t'écoute. Il n'y a pas de personne qui va chuchoter, il n'y a pas de... Là, on était un amphi de plus de 400 personnes, tu as parlé, tout le monde t'a écouté, et c'était génial, tu vois, tout le monde buvait tes paroles, et moi c'est ça que je trouve génial. Dès que tu te mets à parler, tu maîtrises des silences, c'est un truc de fou, on attend. Moi je trouve que tu le gères super bien, ça donne vraiment une couleur à ton pitch qui est exceptionnelle, et vraiment tout le monde t'écoute de A à Z, et il n'y a pas de tiens je vais regarder mon téléphone, ou tiens on va faire une petite remarque sur ce que tu viens de dire. Non, tout le monde t'écoute du début à la fin, et moi je trouve que c'est juste, voilà, c'est impressionnant. Je suis admiratif. Tu vas transformer la fille à 5 en bibliothèque. Félicitations. Merci pour ces gentils compliments. J'ai été prof dans le secondaire pendant longtemps, et il y a des élèves qui ne m'écoutaient pas, donc j'avais pas du tout d'autorité, c'était affreux. Donc merci de me dire que les adultes apparemment m'écoutent, mais les ados non, ils ne m'écoutaient pas du tout, mais c'est très gentil. Alors, on parlait tout à l'heure des quelques propositions qui étaient différentes. On en a eu quelques-unes, dont celle de Théo, parce qu'il y avait un petit côté, un peu d'excentricité dans la présentation, et du coup, c'était différent. Et en fait, la tienne, moi je trouve qu'immédiatement, tu as posé une ambiance qui n'a pas été du tout celle de la soirée. C'est-à-dire que déjà, le volume du micro, tu devais être 30 décibels en dessous de tout le monde. Non, mais alors, pas du tout gênant pour comprendre. Tu vois ? Mais du coup, tout le monde... Quand il y a un truc un peu plus silencieux, tout le monde arrête de parler, se tourne, écoute. Le rythme de parole était très posé, la gestion des silences évidemment qui apportait énormément d'intensité à ce que tu dis, et puis au-delà de la forme, je trouve que le contenu c'était super bien équilibré, parce qu'il y avait un côté où il y avait quelques passages qui étaient amusants, ou voilà, des petites phrases un peu rigolotes, mais avec une vraie volonté de pédagogie aussi à d'autres moments, où il y avait vraiment l'envie d'avoir une bonne explication bien précise. Et moi, je trouve que ce qui est ressorti, c'est l'équilibre. Je trouvais qu'il était vraiment super bien équilibré, tout allait bien, et il y avait plusieurs rythmes différents, plusieurs passages différents, mais qu'au final, ça faisait passer le temps très vite, même si 3 minutes, on n'a pas besoin de le faire passer vite. Mais vraiment, il y avait aussi une proposition qui était très différente sur ce que tu as fait. Non, mais je note tous les points forts et je ne les change pas pour la finale. Ouais. Il y aura peut-être des petites adaptations, mais je pense que ça va rester à la marge. Hein. Oui, ils nous ont dit, les coachs, qu'ils vont essayer de faire un peu, de nous adapter à une finale nationale. Oui. Je ne sais pas encore ce que ça va être, mais... Je vais regarder un peu du coup, les autres finales là, qui ont déjà été postées. Et très franchement, on est très largement au-dessus. Et on était surtout la seule pour l'instant finale qui a été postée où il y avait 20 candidats. La majorité des autres universités, ils étaient entre 6 et 13 personnes. Et sachant que nous, on était 35 à la base, ils ont dû faire une première sélection parce qu'on était trop nombreux. Donc ça prouve quand même qu'il y a pour la vulgarisation. Ah oui. Et du coup, par rapport... Enfin, tu l'as ressenti comment, toi, pendant la prestation? Tu t'es dit que tu faisais le job ou tu étais pleine de doutes? Tout le monde m'a demandé est-ce que tu savais que tu allais avoir le premier prix et tout. Alors d'abord, il faut que vous sachiez quelque chose. Ma directrice de thèse peut en parler. J'ai un père qui est extrêmement perfectionniste. C'est-à-dire que quand je rentrais à l'école et que j'avais 19 sur 20, il me demandait pourquoi j'avais pas eu 20 sur 20. Il est allé voir Isabelle à la fin du truc. La première chose qu'il lui a dit, c'est qu'est-ce qu'elle peut améliorer? Où est-ce qu'elle a raté? Elle était en mode genre, qui est cet homme? Je dis, c'est mon père. Voilà, tu comprends beaucoup de choses sur moi. Donc déjà, ça, c'est un truc, il faut que je le travaille, mais j'étais pas franchement très, très confiante juste de base, parce que voilà. Mais ensuite, le truc qui m'a un peu perturbée, c'est que je pense qu'on avait tous, on l'a répété 15 000 fois, on adore tous les pitchs, tous, on vous aime d'amour, mais on avait tous notre petit top 3 dans la tête. Et quand ils ont commencé à annoncer les prix, c'était pas du tout mon top 3. Donc du coup, ça a accentué le truc où je me dis, manifestement, mes critères de sélection ne sont pas ceux du jury. Donc en fait, jusqu'au dernier moment, j'étais en mode genre, j'étais très contente d'être là, c'est bon, c'est fini. Et ensuite, ils ont fait premier prix, je fais, oh shit, c'est pas fini du tout. Voilà, donc du coup, non. Oui et non, j'ai eu des petits moments où je me suis dit, ça va le faire, et puis des moments où je me dis, non, c'est pas grave. Ouais, mais globalement, par rapport à ce que tu avais prévu de faire, tu as fait ce que tu voulais?
J'ai eu des petites embrouilles où j'ai dû me rattraper. Mais comme tout le monde, tu vois, genre, le texte est plus ou moins fidèle. Mais non, oui, je pense que ça allait. Après aussi, je pense que je suis un peu avantagée par rapport aux autres candidats. J'ai eu un double coaching en fait. C'est-à-dire que déjà 50% du texte, il y a certaines vannes qui étaient déjà là il y a 3 ans. Bon, le texte a changé, j'ai eu des résultats entre-temps. Non, mais ça, sinon, ça je je peux parle pas. comprendre, effectivement. Mais bon, Mais oui, non, je pense que le texte là était meilleur que le texte que j'ai fait il y a 3 ans. ouais. Et t'avais eu le deuxième prix, c'est ça? Oui, j'avais le deuxième prix, c'était une enceinte Bluetooth. Tout le monde avait eu des thunes et moi j'avais une enceinte, j'étais là genre cool, bon d'accord, merci. C'est un peu bizarre. Oui, d'ailleurs. oui. J'ai eu quelques réflexions de ce type-là. Mais ouais, non, bah après. Non, c'est sûr qu'il y a ce côté-là. CNRS veut offrir une enceinte Bluetooth. Il aime la Ils musique. ont des actifs. CNRS aime la musique. Mais, non, mais après, ouais, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de retours ultra positifs sur ta prestation, mais sur vos prestations en général, hein, de toute façon. Vraiment, tout le monde était très fier de vous dans les équipes. Donc, bon, vraiment très bien. Et personne n'a été étonné que tu gagnes, quand même si globalement il y avait d'autres prestations qui étaient très bien. Hein, mais je veux dire, je pense pas qu'il y ait eu de favoritisme à un moment. Enfin, ne doute pas, c'est complètement mérité. En tout cas, moi, des retours que j'ai eus. Mais c'est vrai qu'en fait, ce truc d'avoir un prix, comme Théo dit, au début on est très très compétitif et à la fin, Il y a des bisounours. ouais, du coup, en même temps, je suis contente d'avoir gagné. En même temps, je me dis, mais genre, j'ai envie de donner un prix à tout le monde, puis c'est genre, Théo, le prix de l'expression. Je sais pas, Lucie, en fait, ton pitch, au début, enfin, tu vois, tu l'as fait, tu l'as répété, et je sais qu'à un moment, j'ai eu un déclic où j'ai vraiment compris ce que tu disais, et je me dis, mais c'est d'intérêt général, cette thèse. Voilà, enfin, tu vois, genre. Bon, bref. Et le prix du grand magicien, c'est bien évidemment Nicolas. T'as pensé au bœuf bourguignon, toi aussi? Oui. Eh oui, ça, oui. Je fais partie des, je sais pas combien de pourcents qui ont pensé au bœuf bourguignon. Des gens qu'on hypnotise facilement, apparemment. C'est comme ça que j'arrive à tous vous convaincre à venir aux soirées en fait, de l'association à tes risques. Tu nous hypnotises avec du vin et du fromage. C'est pas Et difficile. et Marion surtout. Marion est ma co-magicienne en fait, c'est l'assistante du Je magicien. pense pas que ce soit de l'hypnose, ça. C'est faire boire du vin aux gens. C'est juste du marketing, hein, ça marche très bien. Il y a Renaud qui nous dit, alors je commence par la deuxième remarque, Renaud, parce que sur la première j'ai des trucs à dire aussi. Il nous dit donner un prix à tous les participants se fait dans certains concours, notamment avec les publics scolaires, quand le public c'est des scolaires. On est un peu des scolaires en tant qu'étudiants. Oui, non mais pour le public scolaire, du coup c'est vrai que c'est... Mais en fait ça pourrait complètement se justifier. Bon là, trouver 20 prix différents c'est peut-être beaucoup, mais des prix thématiques ça pourrait cadrer complètement et on n'aurait pas eu de mal à les trouver là, parce que vraiment... Tu sais, on nous offre une patate, on est content, nous, tu le sais bien pour les Oui, Olympiades. mais parce qu'on sait et puis très après on bien l'échange. que, voilà, vous avez de l'idée pour faire quelque chose de cette patate. Après, moi, j'aurais été intéressée de savoir un petit peu aussi où on se place dans les préférences du public. Ouais. Et même sans être sur le podium, mais juste de savoir. Je où on pense se qu'on place, peut ça les aurait demander, été- à mon avis, les votes du public, puisque c'était Ouais. sur le site du collège doctoral, donc ils ont un CSV de résultats. Ok, On le demandera, je pense, à Anaïs. ouais. Anaïs, si tu es sur ce live, nous t'attendons. Et donc la deuxième, enfin du coup la première remarque de Renaud, c'est 20 candidats à suivre, c'est vraiment beaucoup, presque trop. Et Renaud souhaite avoir les infos aussi du classement du public. Mais ouais, alors moi, enfin pareil, je me suis dit, c'est bien, mais pour les derniers candidats, notamment Nicolas et Flo, je me suis fait cette réflexion. Moi je commençais déjà un peu à fatiguer en termes d'attention. Je me suis dit, est-ce que pour le jury, voilà, arriver là, tu as passé 15 candidats, arriver à maintenir le niveau d'attention qui est suffisant, parce que... Mais bon, au final, vu que Flo a gagné en 19e passage... Puis les coachs, ils nous avaient dit aussi que, bon, sur sur tous les concours qu'ils ont pu faire, ils n'ont jamais vu vraiment de grosses différences entre l'ordre de passage sur les résultats. Donc, Ouais, après, quand tu es jury, tu fais l'effort. Plus que quand tu es dans le public, peut-être. Oui, déjà, ouais. Où tu te laisses un peu plus porter Ouais. par l'événement, T'es tu là as ta pour grille, tu ça, as tes donc critères. déjà- Non, mais je veux dire,
C'est sûr, et je Manière pense de que le compter. prix du public, on est tous montés sur scène et on a vu une immense banderole Allez Patrick en haut à gauche et on s'est dit Bon, le c'est prix bon, du c'est public, fini. c'est mort. Donc voilà, Mais on par est contre, moi j'avais mes parents et mes grands-parents dans le public. Et alors, honnêtement, moi dans ma tête, les connaissants, je me suis dit, ils vont s'endormir, on sait rien. Mais alors, vraiment pas du tout, j'étais agréablement surprise. Mon grand-père, il était à fond, il était, oh, c'est génial, et Ah ouais. jusqu'au 20e. Donc je pense que non, ça va. Enfin, du coup, même 20 doctorants, ça va. Ouais, non, alors je disais, je trouve pour moi aussi la soirée vraiment soirée très agréable, facile à suivre. Je voulais dire, c'est est-ce que tu arrives à avoir La même le même attention, niveau de ouais. concentration et d'attention parce que quand tu es là pour justement juger, Oui. t'es pas juste public, ah ouais, j'ai passé un bon moment, j'ai compris des trucs, tu vois, tu es là pour vraiment être Ouais. attentif à la prestation, regarder la diapo, comprendre bien le contenu, voir quels mots ont été choisis. Enfin, l'attention doit pas être la même. Mais après, non, pour le public, ça m'aurait étonné que des gens s'endorment, quoi. Ah, mon grand-père, moi je. Je pense que Guillaume a fait un excellent travail d'animation aussi. Oui, il a été très bon. Ouais. C'était, ouais, et puis je trouve que ouais, il a bien bossé les transitions entre les candidats pour vous donner le temps de faire les Ouais. rotations. En fait, vous arriviez, vous étiez confortable, quoi. Ouais. Vous On va aviez eu faire le temps un petit d'arriver coulisses sur la par scène. rapport à ça. C'est qu'en fait, Guillaume nous a envoyé un message le mardi. Ouais. Un peu, il avait aucune information, je pense qu'il est allé sur thèse.fr, qu'il a tapé tous nos noms, il a dû lire tous nos résumés de thèse, et il nous a envoyé en fait un truc déjà quasiment préparé avec toute la trame, et il nous a dit est-ce que vous avez des anecdotes à rajouter là-dessus. Donc au final, il a fait un travail de présentation et d'expertise sans nous, qui est absolument incroyable, donc merci infiniment à lui pour tout ça. Il n'a pas gardé mes jeux de mots. Je lui avais envoyé une liste de quelques jeux de mots et il les a pas gardés. Moi je comprends. Moi aussi, je comprends, mais bon. C'était de la censure nécessaire. Ouais. C'est pour ton bien. J'avoue Pour celui du public. un petit nickel chrome, il était vraiment. Ouais, j'avoue. je l'avais vraiment C'est vrai que pour le labo Nickel Chrome, je suis d'accord. Oui, ben, on n'en a pas parlé, mais tous les quatre, vous faites partie du même labo. Ouais. Donc c'est l'unité de recherche Chrome de l'université de Nîmes, qui est globalement un labo qui travaille sur les thématiques des risques, donc avec un volet interdisciplinaire très prononcé, puisqu'on retrouve des chercheurs en sciences dures et en sciences molles. Et en sciences dures et plutôt SHS, on retrouve même même du droit de la gestion de l'économie pour les SHS, et puis en sciences dures, de la géochimie, de la bio, on a aussi de la chimie, et voilà, des thématiques très... On a même des historiens dans ce labo, donc c'est vraiment... c'est très, très représentatif de la On a recherche même du à l'université. management, on a même des fausses sciences. C'est ça. Et Bisous, Marc. d'ailleurs, c'est Et Thibaut. assez impressionnant. Maintenant, tu parce insultes deux personnes quand tu dis ça, Nicolas. que personne n'écoute. Mais parce que du coup, on parle des SHS, psycho, sociaux, langues qui arrivent sur le concours. Mais moi, quelque chose qui finalement me surprend, c'est qu'il n'y ait pas d'économie, de droit, on ne les voit pas du tout. Nous, en tant que sciences humaines, on arrive petit à petit, mais il y a des disciplines qu'on ne voit pas du tout. Et je trouve ça assez impressionnant de dire que... En plus, peut-être qu'ils n'ont pas le droit, après, je ne sais pas, j'ai pas lu le Si, règlement, si. mais... Alors, je ne sais pas si ça va vous éclairer, je ne sais pas du tout à quel point c'est représentatif, mais quand j'étais en thèse, il y a un an et demi, il y a très très peu de temps. Non, mais en fait, le concours existait déjà, et vraiment, pour moi, c'était un truc, je m'y voyais pas du tout dedans. Pour moi, il y avait une incompatibilité totale. Mais est-ce avec ce que je qu'en faisais. droit, vous n'avez pas d'autres formes de concours aussi qui sont vraiment réservées au concours droit d'éloquence. Ouais, le dans concours ces cas-là d'éloquence, ça existe. Bon, moi, en doctorat, ça existe peut-être, mais moi, ça n'existait pas. C'était pour les étudiants en licence et master. Mais je trouvais que le format correspondait pas du tout. Alors maintenant, avec le recul, je pense qu'il peut correspondre complètement. Tu vois, mais sur le moment, il n'y avait pas de juriste qui participait. Je me dis, moi, je vois pas ce que je peux dire en 3 minutes sur ce que je fais, quoi. On a eu quelques prestations à la vue des chercheurs quand même d'essais de vulgarisation du droit, notamment à 3h30 du matin sur Pourquoi tu Louis-Napoléon dis Bonaparte. essai? Ah ouais, qui je était, pensais que tu allais parler de ce que j'avais dit sur les Pokémon. C'était pas du tout un Non, essai. du tout. non, et ça a quand même marqué malgré tout. Et je pense que c'est un exercice. Après, les juristes, même nous, au sein de Chrome, on les voit pas tant que ça. Après, il y a eu une gagnante à Clermont-Ferrand qui était une juriste et elle travaillait sur la définition de la torture. Ouais, avec Amnesty International. C'était une présentation, elle était bien lourde, mais bien plombante, mais elle était brillante quand même.
Mais justement, peut-être que ça rentre pas aussi dans les critères, parce que nous, on a vu en sciences humaines, on n'a pas des difficultés, mais en fait, il y a une certaine grille avec les expériences, qu'est-ce que tu mets en place, Ouais. et en droit, je suis pas... Enfin, Ouais, mais si, en fait, il y a plein de trucs, mais c'est différent. mais voilà, du coup, ils rentrent peut-être pas dans les critères exactement, et ils doivent trouver peut-être des magouilles en droit, c'est rigolo. Mais... Non, mais non, mais de toute façon, il n'y a pas de critère. Le critère, c'est de faire un doctorat, donc tu peux pas exclure une discipline Non, mais parce qu'elle plus peut- dans les critères du jury. Oui, mais même après. Ouais, il y a des critères du jury qui sont. Parce qu'ils nous ont donné la grille. Ouais. Et il y a des critères qui, à mon sens, pénalisent, à mon avis, les sciences humaines. Alors, du coup, moi, j'ai pris la grille et j'ai bien fait attention de bien tout cocher. Ce que j'avais pas fait il y a 3 ans. Mais ils sont en train de faire un retour sur ce qu'ils appellent la scientificité, ou scientificité. Bon, j'arrive pas à le dire, donc en bref. Ou, à mon sens, bon, c'est bien de recadrer, mais en même temps, il faudrait qu'on arrive à le faire sans que ça pénalise les autres disciplines, quoi. Après, si on prend l'exemple des thèses en droit ou en économie qui sont actuellement à Chrome, on a des choses sur la justice prédictive. C'est clairement un enjeu de société qui est vulgarisable. On a Michel qui travaille sur les inégalités de développement. Donc voilà, je pense que c'est complètement des choses qui peuvent être Michel, on te vulgarisées. regarde. Hein. Ouais, Michel, T'as l'année pris des prochaine, t'as pas le engagements. choix. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en plus, il a pris des engagements, tout à fait, de défendre cette team. Donc oui, on compte sur eux et je pense qu'on aura peut-être plus de sciences différentes, on va dire, l'année prochaine. On compte dessus. Ouais. Et juste petite remarque par rapport au droit, c'est qu'effectivement, nous, on est habitué au concours d'éloquence et le côté théâtral, moi, de ma thèse en 180 secondes était un petit peu quelque chose qui était peut-être. Enfin, dans lequel je me retrouvais pas, mais il y a des prestations qui montrent que ça n'a pas besoin d'être théâtral, ça peut être éloquent et fonctionner. Flo, moi je trouve que ta prestation, pour moi, elle était beaucoup plus dans l'éloquence que dans la théâtralisation, et ça t'a pas empêché de gagner et mériter. Parce que je trouve que dans la manière d'attirer l'attention, de captiver l'audience, c'était très bon. Et moi, j'ai retrouvé un petit peu un côté concours d'éloquence dans ce que tu as proposé, même si les formats sont pas les mêmes, on est là pour prendre position sur un sujet, mais dans la forme, je trouve qu'on était vraiment sur quelque chose de très éloquent. Mais en plus, le côté théâtral, c'était quelque chose qui était moins Valorisé valorisé cette année. Là, c'était plus le côté vraiment méthode, scientifique qui était valorisé, plus que les autres années, alors que les autres années, c'était quand même le côté théâtral qui était valorisé. Donc, Oui, il y a des tendances, en fait. J'ai Il y a pas... des tendances. Ah oui, Oui. ouais, complètement. Mais voilà, donc bon, je pense que oui, il y a peut-être des éléments sur les critères de notation qu'il faut revoir un petit peu. Enfin, moi, je les ai pas eu les grillés, mais effectivement, mais ça paraît logique, puisque c'est toujours pareil, quand tu penses à ce type de concours, tu le construis, pareil, tu t'imagines un biologiste qui vient parler. Et donc tu construis par rapport à ce que tu peux t'imaginer. Donc après, voilà, avec le temps, ça évolue. N'empêche que c'est un super concours, que ça permet de voir la recherche différemment, ça permet d'amener plein de gens à comprendre un peu mieux ce que c'est que la recherche aussi, et ça c'est toujours positif. Et puis, mine de rien, enfin, moi j'ai découvert plein de disciplines différentes, donc le côté interdisciplinaire il est génial parce que là, justement, on fait le travail de toute l'interdisciplinarité, c'est-à-dire de traduire à d'autres disciplines ce que tu es en train de faire. Ouais. Et là, on y est, enfin, c'est un bon moyen aussi si demain on veut faire des projets interdisciplinaires, voilà, c'est un bon moyen de justement Ouais, déjà commencer. Tu sais que tu peux te comprendre. Ouais, déjà, et d'avoir aussi je vais pas le dire. Et d'avoir aussi comment dire, ce recul et c'est pas le mot que je cherche, mais de prendre vraiment du recul sur sa discipline, je trouverai pas le mot, mais de prendre vraiment du recul sur sa discipline et de venir aller voir les autres et de mettre vraiment un pas de côté, sortir de sa zone de confort et se rendre compte qu'on est capable de comprendre les autres disciplines. Et ça, c'est génial parce que moi qui adore les projets interdisciplinaires, là, j'étais dans mon élément. Quoi. Ce que j'ai trouvé chouette par rapport à ça, c'est le premier exercice qu'on avait fait aussi avec Pascaline, où on avait dit les mots-clés de notre pitch. Moi, j'avais été avec Caro à ce moment-là, on avait exactement la même liste de mots-clés, avec authenticité, terroir, territoire, enfin, c'était assez magique, alors qu'elle est en sociolinguistique et je suis en chimie analytique. Il y a à peu près rien en termes de méthodologie, à part le fait de voyager et de boire du vin, éventuellement, qui nous rapproche. Mais voilà. Mais là, finalement, tu le retrouves, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, on peut se rapprocher de tout le monde et travailler tous en collaboration. Et
Flo, on compte sur notre article scientifique tous les deux. Il sera incroyable. Ça fait une bonne team réseau qu'on va se garder aussi parce que enfin là moi j'espère bien qu'on va aller voir les séquences de tous les doctorants qui C'est faisaient sûr. partie de la team là. Et les karaokés, ça rapproche, hein, même si tout le monde n'était pas là. Je viendrai le prochain. Bon, bah, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être qu'avant de couper, il y a quelques petits remerciements à adresser. Bah, du coup, le collège doctoral pour l'organisation. Anaïs, Alexis et Lolita qui ont été d'un support. Surtout Lolita à la fin, au moment où on est rentré dans les coulisses, qui nous a dit si c'est le moment du pipi de la peur, c'est maintenant. Nous elle nous donnait On a tenu tous les blousons. elle nous disait si vous êtes trop stressé, vous faites la chaise contre le mur, vous respirez. On a tous fait la chaise. J'ai tout le monde ça. Ou des câlins. Et après, bah, je vous laisse la parole à chacun l'un après l'autre si vous voulez pour redire un dernier mot. On reprend le tour du début. Oh là Lucie. là. Vas-y. Non, bah après, ouais, merci. Puis pareil qu'au début, ce que Théo t'a dit, je pousse vraiment, enfin, tous les doctorants de n'importe quelle discipline, même Je si... regarde là, vas-y, sois insistante. tous les doctorants, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, c'est un bon exercice. Donc, même si on gagne pas, et puis de toute façon, c'est pas forcément l'objectif, c'est juste 3 jours de formation, déjà, avec des coachs exceptionnels. C'est plein de réseaux qu'on se fait, c'est rencontrer d'autres doctorants de d'autres disciplines, c'est avoir une expérience collective et humaine. Enfin, voilà, c'est génial. Allez-y. Non, mais c'est vraiment un truc on va garder en mémoire aussi, hein. Enfin, moi, je suis vraiment contente. Et pourtant, j'étais pas sûre de m'inscrire à la base. Et je suis vraiment contente finalement d'avoir fait partie de cette team. Ouais, bah pareil, hein, une nouvelle fois, j'invite tout le monde, tous les doctorants à participer. Et si je peux rajouter un argument en plus que tout ce que Lucie a dit, ça vous fait des crédits de formation. Pour le côté pragmatique. Voilà, il faut le côté pragmatique pour certains. Voilà, tu vois, l'appât du gain, c'est. Voilà, finalement, l'idée, c'est voilà, c'est vraiment un concours génial. On rencontre beaucoup de monde, les formations sont géniales. Ça permet de faire un gros travail en fait sur sa thèse, mine de rien. Parce qu'effectivement, on prend du temps pour répéter, pour créer un pitch. Mais au-delà de ça, on travaille sur notre thèse quand même. Ça fait avancer les choses de se dire ok, j'en suis là, j'ai ça comme méthode, ça comme résultat. Il faut que je me dise qu'est-ce qu'il faut que je synthétise, qu'est-ce qu'il faut que je garde, qu'est-ce qu'il faut que je transmette, qu'est-ce qui peut être intéressant à transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et l'idée, c'est aussi qu'en vulgarisation, bah, on n'est pas sur 100% de sa thèse. On doit aussi nous-mêmes prendre du décalage et dire, bon, ce que je vais dire, c'est pas 100% de la vérité, mais pour que tout le monde comprenne, il faut que je le dise comme ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, c'est une compétence à avoir et à valoriser. Et certes, ça prend du temps bah voilà, ça prend 3 jours de formation, ça prend créer son premier pitch initial, ça prend répéter son pitch, voilà, ça remodifier son pitch 15 fois, enfin pas 15 fois, mais 4 je crois, enfin, pour moi en tout cas. Et l'idée c'est de refaire, et effectivement ça prend du temps, mais c'est du temps qu'on va garder pour la suite, qui va nous être valorisé en termes de compétences. Et en plus, vous pouvez garder la petite vidéo souvenir pour montrer à tout le monde, à vos parents, vos grands-parents, à vos... Voilà, faire un petit post Insta sympa pour vous valoriser. Ou... Voilà, plein de choses qui sont pour moi nécessaires pour la suite et qui pourront faire en sorte que bah, vous allez pouvoir être, enfin pas reconnu, mais je crois que c'est Flo qui disait, pas dans ses remerciements, mais une fois que tu as gagné, que voilà, c'est ta directrice qui aussi t'encourageait à le faire ou que ça t'avait aidé. Je me souviens plus exactement de tes mots, mais enfin, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. En fait, c'est vraiment quelque chose d'hyper important de savoir vulgariser ses travaux. J'ai parlé assez tôt. C'était parfait. J'ai juste une question pour tout le monde. Est-ce que, parce que moi, ce travail-là, je me suis rendu compte, j'ai changé un peu de regard même sur ma thèse. Enfin, est-ce que ça vous a fait ça ou pas? Un petit peu, pas tant que ça, parce que j'avais bien cadré mon sujet. Enfin, je trouvais que je me retrouvais déjà bien dans mon sujet, mais ça a peut-être déplacé quelque chose. Oui, moi oui, ça m'a les 2 fois. Et de 2 façons différentes. D'abord, je me suis rendu compte de ce que les gens ne comprenaient pas, puisque Pascaline te le dit quand elle ne comprend pas. Et ça m'a permis de comprendre sur les enjeux, en fait, sur les enjeux. Personnellement, peut-être un peu moins, mais j'ai l'habitude de devoir vulgariser mon sujet à mes directeurs de thèse depuis 2 ans et demi. Donc peut-être un peu moins que vous à ce niveau-là. Bon, pourtant, enfin si, je le fais aussi pour vulgariser, mais
je sais pas, j'ai vu plus les enjeux finalement derrière. Ça oui, ouais, par Ouais. contre oui, je suis d'accord. Par Ouais. rapport à l'apport de notre thèse, Ouais. ça par contre j'ai complètement changé de regard. Mm. Mais Tout à pas fait. tellement sur la façon dont tu le présentes et Non, pas la façon présente, mais plutôt finalement, ma thèse, elle sert à quoi? Mm. Enfin, et ça, j'ai complètement changé de regard aussi là-dessus. totalement. Tout à fait, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui dans la vie des gens fait que Ouais. notre travail sert à quelque chose? Et ça remotive en fait. Enfin, moi, ça m'a Ouais. redonné. Je suis là, ah, mais en fait, Bah, moi, il faut que je continue. Quoi. c'est clairement ça qui m'a fait ressortir La Voix des Morts, en fait. Enfin, ce côté, même on rigole, mais c'est La Voix des Morts, elle servait à ça, en fait, à montrer Ouais. qu'il y a encore des gens qui meurent des inondations. Et effectivement, ça m'a fait ça m'a fait prendre conscience encore plus que c'était important. Nico, c'est ton tour du mot de la fin. Le mot de la fin, bah, moi j'aimerais remercier tous les participants surtout. Alors je suis prêt éventuellement à faire la liste si besoin à la fin en clôture sur le générique. J'aimerais aussi remercier Eric, donc mon directeur de thèse côté phytocontrôle, et Axel de ne pas être intervenus sur ma thèse, enfin sur ma thèse en 180 secondes, de ne pas avoir demandé à consulter mon pitch et de s'être gardé la surprise. Merci de ne pas être intervenu. Et clairement, tous les doctorants de Chrome, d'Apsi et de Project, on compte sur vous pour l'année prochaine. Vous n'aurez pas le choix. L'association viendra vous chercher pour que vous fassiez MT 180. On veut écraser les Montpellierins l'année prochaine. C'est l'objectif, même si on les aime beaucoup. Bienveillance, on a dit. On les aime beaucoup. On est des bisounours avec des couteaux. On leur fera ça comme image. Il faut trouver quelqu'un qui a un sujet de thèse qui s'y prête. Des bisounours et des licornes. Avec des couteaux. Puis maintenant, on se rassemble tous pour encourager Flo pour les nationales. Ouais, on sera tous derrière toi sur le Teams. Et si tu vas au Canada, on prend tous un billet. Ah oui. Ça serait une bonne excuse. Bah, Chrome, ils vont Chrome a de bien l'argent, nous aider. t'inquiète pas. Flo, on te laisse du coup le mot de la fin juste avant de conclure. Bon, on a parlé du coup des étudiants, des doctorants qui doivent absolument s'inscrire. On a parlé des coachs qui étaient trop bien, etc. Peut-être je peux finir en essayant de défendre, parce que je sais qu'en fait, il y a des chercheurs qui n'apprécient pas ce genre d'exercice, qui considèrent que c'est pas de la science, qui considèrent que c'est une perte de temps. Je pense qu'on est aujourd'hui à un stade de la recherche où on a poussé toutes les disciplines. Et ce qui reste à découvrir, c'est ce qu'il y a entre les disciplines, l'interdisciplinaire, et qu'on ne pourra pas faire ce travail si on n'est pas capable de communiquer ensemble. Donc je pense qu'au contraire, ce genre de petits événements festifs a toute sa place dans la démarche scientifique. Et donc du coup, voilà, c'est ma conclusion. Merci beaucoup, Flo, pour cette note. Et effectivement, on te souhaite d'aller le plus loin possible dans ce concours. Mais on n'a pas de doute. En tout cas. Mais merci à toutes et tous d'être venus. Un dernier allumage de lumière par Lucie. Merci tous les copains avant de partir. Et les Allez-y. coachs peut-être aussi. Je vous en prie. Commencez par les coachs. Du coup, c'est Marc, Pascaline et Patrick. Merci à eux trois pour tous leurs conseils. Vas-y, Lucie, si tu as d'autres remerciements, c'est le moment. Non, mais je refais la liste de tout pour être sûr de ne pas oublier quelqu'un. C'est ça. Donc, Pauline, qui est la deuxième gagnante, qui va accompagner Flo pour les demi-finales à Paris. Ensuite, Priscilla, un énorme big up parce que c'est clairement celle qui a le plus progressé, je pense. Ah ouais. Hugo, donc, qui est un ancien Nîmois qui est parti à Montpellier. On te voit. Tu vas avoir une anecdote pour chaque personne. Oui. Tu vas réussir à trouver. Oui, je pense que je peux trouver. Julie, donc y a-t-il un tigre derrière cette porte? Bravo Goéland d'avoir trouvé que c'était derrière la deuxième. Ségolène pour les mésanges. Thomas pour l'informatique et l'architecture. Et je compte sur toi pour Free Minute Thesis l'année prochaine. Mathilde Courte. On aurait une anecdote sur tous les pitchs, je pense. Mais donc Noémie Clavérol, Abdoul, qui était le seul Perpignanais qui a défendu ses couleurs. Nono, allez sur Instagram, sa page de Voilà, vulgarisation. Nono dans son labo, tout à fait, pour la vulgarisation. Ouais. Inès pour les jumelles et qui vous guérira parce que c'était totalement dingue. Maëlys pour le jean. Ça, c'est vraiment... Julie donc, qui a fait partie des gagnantes également, donc qui a eu son prix. Caro, donc on se retrouvera dans l'Aubrac pour aller voir des coups. Ouais. Bianca, pour qui l'exercice était quand même hyper compliqué puisqu'elle n'est pas française native. Donc le faire dans une langue étrangère, c'est toujours plus difficile. Lucie Perra, qui était en stress et ça s'est bien passé. Ratatouille, voilà. Qui avait la plus belle illustration. Magnifique. Ouais. Si vous voulez regarder le replay, on le voit bien. Et enfin, Flo, donc Simon, qui a conclu juste après toi sur la cognitive et l'attention. Voilà, devenant Sherlock.
Et Très faisons des thèses, devenons Sherlock et découvrons des choses. Parfait. Bah, merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Je pense que c'était bien quand même de pouvoir se retrouver pour en parler un petit peu. Cette année, on avait 4 doctorants. On était tous extrêmement fiers que vous représentiez notre établissement dans votre établissement. Et vous avez vraiment fait le taf de manière merveilleuse. Donc un grand merci à vous d'être venus, un grand merci d'avoir participé au concours aussi brillamment. Ben, j'espère que vous continuerez de la même manière pour tout ce que vous allez entreprendre, mais j'en doute très peu. Donc ben, à très bientôt, à bientôt tout le monde, et on se retrouve demain pour un vendredi de la recherche avec Isabelle Ortega. Salut! C'est bon, ça va.